Tu es sûr que tu l'appelles pas? Non, il fonctionne, c'est bon. Ouais. D'accord. Donc je m'appelle Diane Sicre et je suis psychologue de l'éducation nationale. Mon intervention d'aujourd'hui s'intitule Inclusion scolaire, promesses et réalités. Pour ceux qui étaient déjà présents aux assises de l'année dernière, j'avais évoqué la situation des RASED, des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, et j'avais abordé le fait qu'en plus d'être progressivement mais fermement démantelés, leur mission, qui était initialement tournée vers des élèves en difficulté scolaire, glisse vers les élèves reconnus comme étant en situation de handicap, reconnus par la MDPH. Pour mon intervention d'aujourd'hui, je vais repartir de la loi de 2005 sur l'égalité des chances, qui a posé un principe initialement porteur de beaucoup d'espoir pour les familles et les élèves concernés, à savoir, la loi de 2005 accorde la priorité à la scolarisation de l'élève handicapé en milieu ordinaire, sous-entendu pas en institution de soins. Il existait déjà des dispositifs, et notamment les CLIS, qui permettaient la scolarisation d'enfants avec des profils particuliers, mais leur nombre était extrêmement réduit. L'inclusion en classe ordinaire n'était pas aussi systématique qu'aujourd'hui avec les dispositifs du ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, je crois. On dit ULIS. Ce principe, inscrit dans la loi, a suscité autant d'espoir parce qu'il était le signe d'une ouverture de l'école. Et l'effet espéré était celui d'une ouverture plus large de la société dans son ensemble aux personnes porteuses de handicap à travers l'école, puis l'accès aux formations et au final au monde professionnel. La promesse, en fait, était celle d'un changement de paradigme sociétal plus ouvert et plus inclusif. En parallèle, a été créée dans chaque département une maison départementale de la personne handicapée, la fameuse MDPH, en charge de reconnaître le handicap des personnes et de statuer sur les adaptations nécessaires pour répondre à leurs besoins. S'en est suivi à l'école une période d'ouverture. La perception du handicap a évolué, d'une forme d'exception, de marginalité, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus courant. Une conscience partagée que le handicap peut concerner tout un chacun, ne pas forcément être visible, et en cela, la loi a permis, en tout cas à l'école, de modifier les représentations sur le handicap et sur les personnes qui en sont porteuses. Preuve en est le nombre toujours croissant de dossiers déposés auprès de la MDPH par les familles pour faire reconnaître le handicap de leur enfant. Et dans l'école, la démarche est bien plus facilement acceptée et réalisée par les familles qu'il y a même ne serait-ce qu'une dizaine d'années. 20 ans après, la MDPH est quelque peu victime de son succès. Les délais de traitement sont devenus très longs. En septembre 2024 sont traités les dossiers déposés en novembre 2023. Nous voyons aussi émerger de plus en plus de refus de notification en première intention lorsque les familles saisissent la MDPH, les obligeant ainsi à formuler des recours pour finalement obtenir ce qui était initialement demandé. Ces démarches supplémentaires, en plus d'allonger le délai avant que l'enfant obtienne l'aide dont il aurait besoin, opèrent un tri de fait. Les familles qui ont des ressources, pas forcément financières, mais de temps, de compréhension des institutions, de réseau, vont pouvoir se mobiliser plus aisément que, par exemple, les familles primo-arrivantes, les parents non francophones, à la tête de familles monoparentales ou qui peinent à financer des bilans supplémentaires non pris en charge par la sécurité sociale. Dans le cas d'une demande d'AESH, par exemple, qui est une des demandes très courantes à l'école, pendant ce temps, soit l'enfant n'est pas accompagné en classe, soit il l'est avec les AESH des autres élèves, donc en dehors du droit et au détriment des élèves qui ont, eux, cette notification. Ceci me conduit à considérer une forme de dérégulation de ce système de recours auprès de la MDPH et dont les règles changent régulièrement au point de perdre les intervenants. Par exemple, à un moment, il y a quelques années, 2-3 ans, tous les élèves en situation de handicap pouvaient potentiellement être orientés en ULIS, dans les fameux dispositifs dont l'inclusion est la règle. Aujourd'hui, les critères d'accès à l'ULIS sont resserrés sur des profils d'enfants avec une déficience légère ou en tout cas qui permettent au moins un mi-temps d'inclusion dans la classe de référence. Mais du coup, ce faisant, des enfants qui sont très décrochés entre leur âge chronologique et leur niveau de développement peuvent se retrouver à temps plein en classe ordinaire, car leurs besoins incluent la prise en charge dans des structures de soins en IME par exemple. Ils ne relèvent pas du dispositif ULIS. En général, ils bénéficient d'un accompagnement par un ou une AESH, mais je viens de dire que cet accompagnement n'était pas toujours à la hauteur des besoins. D'autres situations aiguës peuvent mettre à mal des enfants en situation de handicap, mais également les autres, et les adultes qui doivent les accompagner dans un parcours à l'école parfois douloureux. Je vais vous parler rapidement d'un jeune garçon, Martin,
qui est arrivé dans l'Ulysse d'une de mes écoles, depuis une autre école où son accueil se passait extrêmement mal. Martin a 9 ans, il a des hallucinations visuelles et auditives, il ne peut pas rester en classe et s'enferme dans les toilettes, le bureau de la direction, la salle de confinement. Il a des comportements qui le mettent à part des autres, par exemple lorsqu'il saisit ses matières fécales, il suit les autres élèves qui bien sûr le fuient. Évidemment, Martin n'est pas disponible pour les apprentissages, même seul avec l'AESH qui le suit, lui, dans l'école. Et il est encore moins disponible pour être inclus dans sa classe de référence. La prise en charge pourtant est en place pour lui. 2 structures de soins l'accueillent à mi-temps. Il reste donc un mi-temps d'accueil à l'école où Martin vit et revit des expériences de marginalisation et de rejet malgré les efforts des adultes qui l'accompagnent pour l'inclure. Parler de scolarisation pour Martin est un abus de langage, car il n'y a pas d'apprentissage possible au sens pédagogique du terme. Son besoin, à l'instant T, est ailleurs. Cela m'évoque d'ailleurs les propos d'une inspectrice concernant un autre enfant dont le retard global, médical, était massif, avec un âge de développement de 18 mois environ pour ses 7 ans. Elle m'avait demandé si cet élève prenait quelque chose au contact des autres de sa scolarisation en CP. La conception sous-jacente d'une forme de développement un peu magique par capillarité de cet enfant si atypique m'avait laissé sans voix. J'avais déjà rencontré ce malentendu au cours d'un stage concernant l'art-thérapie. Mon directeur de mémoire avait sagement souligné qu'il ne suffit pas de faire de l'art dans un milieu de soins pour faire de l'art-thérapie, que c'était nier les processus sous-jacents. Eh bien pour l'école, c'est pareil. Il ne suffit pas de mettre l'enfant en contexte scolaire pour qu'il devienne élève. Vous me remarquerez peut-être que dans mon intervention, je distingue soigneusement les termes d'enfant et d'élève. Du point de vue des écoles, l'impression que nous avons, c'est qu'on est dans une gestion de la pénurie. On manque de place dans les structures de soins, on manque de financement pour le matériel et les aides humaines. Par exemple, beaucoup de familles financent elles-mêmes l'ordinateur de leur enfant au collège notamment, parce que les délais d'attente de la MDPH sont de 1 à 2 ans juste pour le matériel, c'est-à-dire une fois qu'on a la notification. Et que lorsque les familles formulent la demande, c'est que le besoin est proche dans le temps, en tout cas trop proche pour ces délais-là. Au final, on sent une espèce d'effet d'engorgement, où du coup, en théorie, il est possible de répondre aux besoins de chacun, mais dans les faits, c'est bien plus compliqué. Il y a un facteur chance qui fait que certains parcours d'inclusion sont très lisses et se passent vraiment bien, y compris pour des enfants dont les compétences sont très en décalage avec les autres, avec leur âge, mais des fois on bute sur des difficultés qui, au bout du bout, vont surtout impacter les familles les plus fragiles. En tant que psychologue éducation nationale, je constate la grande impuissance des professionnels exerçant à l'école devant certaines situations qu'ils portent pourtant avec beaucoup d'investissement. Je peux aussi témoigner de ma propre impuissance devant la souffrance de tous ces individus qui attendent, en espérant que la prochaine notification, l'arrivée de l'AESH, le rendez-vous de bilan ou avec la structure rendra la situation plus supportable. À l'arrivée, l'inclusion scolaire fonctionne dans l'ensemble malgré les difficultés que j'ai énoncées. La plupart des élèves sont accueillis en accord avec leurs particularités, ils apprennent, grandissent et sont accompagnés au mieux de ce que nous pouvons, malgré les manques. Par contre, dans la logique de l'inclusion scolaire, on observe une forme de basculement pour les situations les plus complexes, avec des situations d'enfants qui ne peuvent pas être élèves et pour lesquels l'inclusion devient une forme d'injonction qui peut les mettre en souffrance. Il me semble que l'on bascule d'un droit, comme une possibilité offerte aux enfants, vers un doit comme injonction. L'enfant doit être scolarisé, même si en fait il s'agit d'accueil à l'école et que les apprentissages ne sont pas possibles, en tout cas au plan pédagogique. Même si l'enfant souffre dans la collectivité, et parfois il le dit très bruyamment d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on en est là, dans une espèce de principe a priori qu'il doit y avoir de l'école sans grand discernement. J'ai par exemple en tête une enfant de 9 ans, avec un âge de développement de 18 mois, 2 ans, refusée en IME, parce qu'elle relèverait d'une structure plus adaptée, ce qui est très certainement le cas. Mais en attendant, la fameuse structure, cet enfant est officiellement scolarisée en élémentaire, en tout cas elle y est inscrite, et en réalité, elle erre dans la maternelle, accompagnée de son AESH, en attendant la fameuse place dans la fameuse structure de soins qui répondrait à ses besoins. C'est toute la question de la transformation de la société espérée qui est à l'œuvre ici. Bien que cela soit exceptionnel, certains élèves vivent des situations perturbantes, de violence notamment, au contact d'enfants que la collectivité met en grande souffrance.
Il arrive que des élèves verbalisent leur peur de ces enfants-là, de leur comportement et leur crainte que les adultes ne parviennent pas à les protéger. Il me semble que ces situations, certes marginales, peuvent aller à l'encontre du projet initial, qui était de favoriser l'ouverture de la société sur le handicap en changeant le regard et les représentations que l'on porte sur les personnes en situation de handicap. C'est peut-être bien l'écueil principal de la situation actuelle. En ne répondant pas aux besoins des enfants les plus fragiles, c'est tout le système de l'inclusion scolaire qui est mis en échec. Je vais conclure sur un dernier point. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause l'inclusion scolaire en soi, dont je suis partisane, mais la manière dont elle est menée, et notamment la bascule d'un droit adapté aux besoins des enfants vers un principe de scolarité indérogeable, a priori, qui peut mettre à mal les enfants, les familles et les professionnels également. Je vous remercie. Mais la façon